Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors il est très tard, demain je travaille, mais j'ai reçu un lien pour l'épisode 7 de la saison 3 de Shingeki no Kyoji. Je l'ai regardé, je me suis dit que j'allais faire la vidéo demain, mais directement après l'épisode, et vu tout ce que j'ai vu, j'avais envie de la commenter en direct, de la faire directement sur ma vidéo, en une prise comme d'habitude, sans montage. C'est un épisode que j'attends depuis une semaine, que vous attendez tous, j'imagine. J'avais lu les scans il y a à peu près un an ou deux maintenant. C'est une partie vraiment que j'avais adorée. On a eu deux climax d'affilée, celui avec le coup d'état politique et maintenant la grosse révélation entre la famille Reiss et la problématique d'Eren et Historia qui sont directement capturés. Grosse vidéo, donc Shingeki, épisode qui est intéressant et qui va se diviser en deux parties. La première sur l'attaque de Rivai et du bataillon d'exploration contre les troupes de Kenny, une partie qui était vraiment intéressante. Euh, Tout aussi bien au niveau du combat qu'au niveau de l'explication qu'on a eu d'Armin pendant toute la scène. Parce qu'on a une scène qui est très tactique entre l'équipe de Rivai et l'équipe de Kenny. Je répète, l'équipe de Kenny qui est en intérieur, en huis clos, et qui doit protéger. Leur mission, c'est de protéger. À l'inverse, l'équipe de Rivai a une mission qui est encore plus difficile de mon point de vue. Eux, ils doivent directement rentrer, maîtriser les adversaires et aller sauver les deux otages que sont Historia, on peut dire que c'est un otage à ce moment-là, et Eren. L'action commence directement et on comprend que stratégiquement, pour avoir l'avantage sur ce point-là, il va falloir gêner la vue de l'ennemi. Donc ils n'hésitent pas à envoyer directement un fumigène, hein. C'est une technique que peuvent faire également les forces de l'ordre quand elles doivent sortir des otages d'un endroit clos pour surprendre l'adversaire et en tout cas leur enlever la visibilité et donc l'avantage, hein, parce qu'ils les attendent. C'est fait automatiquement, on comprend que les adversaires sont assez déboussolés parce qu'ils ont la vue qui est un petit peu obstruée, il y a des fumigènes qui sont rajoutés pour faire un effet de confusion et les empêcher de mener leur mission à bien. Ça fonctionne, ils ont beaucoup de mal, on a Armin qui en voix off nous explique un petit peu toutes les observations qu'il a pu faire par rapport à l'équipement. Il a pu voir que les pistolets pouvaient tirer que deux coups et qu'ils pouvaient tirer uniquement dans le sens des grappins qui sont envoyés. Donc ils vont directement utiliser toute cette observation à leur avantage en envoyant un premier leurre et en attaquant directement par derrière. C'est une stratégie qui fonctionne assez bien jusqu'à que le fameux Kenny Ackerman arrive, qui vient avec en sifflotant sur la scène, en se baladant de grappin en grappin et en y allant directement affronter Rivai, hein. C'est le combat qu'on attendait. Et à l'inverse des autres shonen où le combat final arrive à la fin, là on a directement la confrontation. On voit que Rivai a beaucoup plus de volonté ici que son ancien mentor, donc il n'hésite pas directement à le blesser. Et tout le bataillon d'exploration est assez rapide derrière pour aller prendre le maximum de points gagnants pour retourner la situation et aller directement sauver Eren. Ce que j'avais oublié en lisant les scans à l'époque, c'est qu'il y avait une deuxième barrière avec un filet qui a été mis. Ça, c'est quelque chose que j'avais complètement oublié. Donc, on aura un deuxième acte la semaine prochaine pour savoir un petit peu comment est-ce qu'ils vont rentrer dans la dernière salle et aller libérer Eren et Historia. J'avais également oublié que Ansar avait pris un mauvais coup sur ce coup-là. J'avais vu déjà dans la preview qu'elle avait du sang sur l'œil, donc je pensais bien qu'il allait lui arriver quelque chose de dommageable, des dégâts, mais apparemment c'est le sang de l'ennemi lorsqu'elle l'a abattu. Donc une scène qui a été bien maîtrisée au niveau de la mise en scène, on a des combats assez dynamiques, des scènes rapides, et une petite séance rap qui est là pour animer de rap japonais, pour animer la scène, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié, et j'ai pas eu de mal du tout à rentrer dedans. C'est un peu moins rushé par rapport aux épisodes précédents. Là, je pense qu'on arrive dans une période avec pas mal de révélations et pas mal d'actions, donc ils sont pas obligés de rusher. C'est beaucoup plus dynamique. Donc on retend sur le même rythme qu'on avait dans la saison 1 et 2 de Shingeki no Kyojin, ce qui va pas déplaire à la plupart des personnes qui ont trouvé cette partie un petit peu rushée. Donc ça c'est bien, il y a l'action, mais qu'est-ce qu'il y a derrière l'action? Il y a quand même Eren et Historia qui sont enfermés. Si vous vous rappelez de l'épisode de la semaine dernière, Historia basculait un petit peu du côté de son père, elle a eu les souvenirs de sa sœur et c'était une personne avec qui elle était très attachée. Et donc on ne sait pas vraiment quelle position elle va prendre. Et avant même qu'on ait ces révélations-là, on apprend que son père veut la piquer pour qu'elle puisse avaler Eren. Donc pour souvenir, hein, Eren et surtout son père ont volé le titan originel à Fanny Race et c'est aujourd'hui à Historia d'aller le reprendre pour conquérir un pouvoir originel de maîtrise
et de bâtissement des murs qui peut être possible uniquement si un membre de la famille Race a le titan originel. On pense qu'on va aller directement sur la suite de ça. Là, il y a Kenny Arckerman qui arrive. Alors, on se demande, Kenny, qu'est-ce que tu foutais là? T'es un loup seul, t'es un loup solitaire. Pourquoi est-ce que tu t'es mis du côté de la famille Race pour leur prêter ta force, ton courage et mener à bien leur mission? On apprend que Kenny, son plan, parce qu'il avait un plan derrière la tête, il voulait lui directement voler le titan originel. Pour faire quoi? On ne le sait pas. Mais en tout cas, s'il était aux ordres du roi Race, du véritable roi, c'était parce qu'il avait des idées derrière la tête. Dès qu'il apprend que c'est pas possible, il s'énerve et on le sentait un peu, c'est un personnage assez borderline, assez différent. Et dès que les cartes sont rejouées, il reprend directement position. Donc, à défaut d'avoir Titan originel, qu'est-ce qu'il veut se taper? Un bon spectacle. Donc, il décide directement d'aller libérer RN pendant qu'Historia et son père sont en train de se chamailler pour savoir un peu ce qu'ils vont faire. Parce qu'on sent Historia un petit peu le cul entre deux chaises, elle ne sait pas vraiment quelle décision prendre. Son père, lui, est hyper déterminé. Donc, il libère Eren et là, l'action doit venir directement. Ça sera Eren contre Historia en mode Titan. Son père la pousse à le faire. Eren est libéré, enfin il a du sang sur le front, il va pouvoir se transformer. Et là, on va apprendre tout l'impact parce que Eren, depuis deux épisodes, il a la bouche qui est complètement bloquée, il ne peut pas s'exprimer, on ne sait pas ce qu'il ressent. On entend ses hurlements, bouche fermée, on voit ses yeux, on voit qu'il est hors de lui. Et là, la parole se libère et il explique qu'en fait, il est conscient de toute la problématique qu'a ramené son père en avalant le titan originel et de toutes les conséquences qu'il a pu avoir. Isayama est vraiment très fort sur ça. Au lieu de nous faire des personnages creux, il nous met des personnages dans des situations vraiment compliquées et qui arrivent à faire la part des choses entre leur but et l'impact qu'ils ont et l'impact qu'ils vont tout bêtement produire en faisant ce but-là. Et là, c'est ce qu'on a vu. Ce qui se remémore aujourd'hui, Eren, à ce moment-là, c'est pas de défendre sa peau, c'est pas de défendre le titan originel, non. Il va repenser à tous les morts depuis l'intégralité de la saison 1, que ce soit ses proches, la famille de ses proches, ou même lui, tous les dommages qu'il a eu à cause des différentes attaques de titans et des bâtiments d'exploration. On tombe sur un Ren donc, qui est complètement déboussolé, qui veut se rendre, qui veut ne pas se battre avec Historia. Et c'est sur ce point-là qu'il a eu sûrement raison d'être franc et d'être sincère, parce que Historia, en entendant un tel discours, et même si elle aime sa sœur, elle va se poser des questions. Elle va se poser des questions parce que je dirais, la responsabilité d'Eren, et en tout cas le choc émotionnel qu'il a par rapport à sa responsabilité, va directement se transformer, faire un effet miroir sur Historia qui elle-même va se dire attends, moi je suis la famille Race, je dois me transformer en titan, mais pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait avant? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait la paix avant alors que vous aviez le sang des Race et le titan originel? Là, son père va nous expliquer que pendant 100 ans, de titan originel en titan originel de la famille Race, on a la mémoire du roi originel, la mémoire divine, omnisciente, omniprésente, qui fait le choix de ne pas sortir les humains de la condition dans laquelle ils sont, c'est-à-dire derrière les murs. Il prend direct. Personne, enfin, quelle que soit l'idée de départ, et de toute façon, Race et son frère l'avaient, l'idée de paix, l'idée de faire quelque chose de bien avec ce pouvoir, chaque personne qui l'a, une fois qu'elle a le titan originel, il y a la mémoire qui remonte et ils changent de direction. Ils veulent continuer la volonté du premier roi. Donc c'est une Historia qui est complètement combative, qui est beaucoup plus combative qu'Eren, qui va casser directement la seringue, la faire péter par terre, se libérer du joug de son père, monter les marches et délivrer Eren. On s'attend à ce que Eren la suive, et non, il est complètement déboussolé, lui. L'impact qu'il a eu par rapport à ces informations est grand, psychologiquement c'est assez compliqué, et c'est Historia qui va le délivrer complètement, pendant que sous les yeux de Kenny, le père va se mettre au sol et va commencer à lécher la petite substance qui est dans la seringue et qui va le transformer en titan. Donc beaucoup d'actions encore la semaine prochaine. On voit un titan énorme, une colonne vertébrale énorme qui se libère à travers la glace. Et on va voir comment est-ce qu'ils vont s'en sortir la semaine prochaine. Moi en scan, il y a plein de trucs que j'avais oubliés. Le retournement de veste de Kenny, l'impact sur Eren, il y a plein de choses que j'avais oubliées. Donc je suis super impatient de voir le prochain épisode. J'essaierai de vous faire une vidéo assez rapidement aussi à ce niveau-là. Je vous fais de gros bisous. La chaîne monte tout petit. On est à peu près à 40 abonnés, mais en tout cas, il y a vraiment des abonnés cool qui commentent régulièrement. Et franchement, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je vais aller monter la vidéo sur PC, puis ensuite, je vais aller dormir pour aller bosser demain. Allez, ciao!